quand vous voulez. C'est bon? Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vous demanderai votre attention, merci. Bienvenue à tous et toutes à cette conférence Habiter le périurbain organisée par Paris Sud Aménagement. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de l'habitation en grande banlieue et de l'habitation pavillonnaire à une époque où le Grand Paris Express porte l'ambition de construire environ 70 000 logements par année en Île-de-France et devant des préoccupations environnementales grandissantes, la maison individuelle semble inadéquate. Nous avons réuni aujourd'hui Stéphane Dalliet, président de Cogedim Île-de-France, qui est en charge au sein de Altarea Cogedim du pôle logement pour la seconde couronne, avec Altarea Cogedim qui est présent sur toute la chaîne de valeur immobilière et qui dispose pour chacune de ses activités du savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur mesure. Nous avons ensuite Nicolas De Bruyne, qui est ici, qui travaille depuis 14 ans au sein du cabinet Adéquation. Dans cet exercice, il possède une expérience confirmée des marchés immobiliers sur l'ensemble des segments, l'activité, le logement et le commerce. Il exerce le métier de conseil en immobilier et en aménagement, notamment auprès d'aménageurs et de grands propriétaires fonciers comme EPAMAN, EPA-ORSA, SNCF Immobilier et Voies navigables de France. Ensuite, M. Émeric Lambert, du cabinet Parc Architecte, qui est architecte EPFL, ingénieur INSA et docteur EPFL en sciences de la ville. Il a fondé l'agence Parc Architecte avec Brice Chapon en 2009 et est lauréat des AJAP en 2012 du palmarès 40 Under 40 et son premier bâtiment, l'auditorium de Bondy, est lauréat du palmarès Archi contemporaine et a été nominé au prix de la première œuvre de l'Équerre d'argent. Finalement, en remplacement de M. François Leclerc, nous avons Mme Delphine Baldé, qui a, au sein du cabinet François Leclerc, architecte urbaniste, développé depuis une dizaine d'années le pôle urbanisme, notamment, et elle a notamment développé le projet Paris Nord-Est. Son agence François Leclerc Architecte Urbaniste est portée par le mot d'ordre « Faire avec et sublimer les situations » et imagine l'architecture et la ville comme une aventure vécue au quotidien. Bref, devant des questions telles que comment construire et quoi construire en grande couronne parisienne, je cède la parole à M. Nicolas De Bruyne du cabinet Adéquation. Merci. Donc tout d'abord, merci à Paris Sud Aménagement de m'avoir invité pour cette conférence. Donc tout simplement, en fait, avant de commencer le débat, pour vous présenter Adéquation, donc nous sommes en fait un cabinet de prestations d'études et de conseils qui travaillons en fait pour les promoteurs, les bailleurs, les aménageurs et les collectivités. Donc des prestations qui sont destinées à identifier les faisabilités économiques et les conditions de réussite du développement des projets immobiliers. Donc en fait, on travaille sur l'ensemble du territoire national via 5 agences présentes à Lyon, à Montpellier, à Nantes et également à Paris. Donc pour amorcer le débat, aujourd'hui, force est de constater que l'essentiel de la demande en logement s'oriente de fait sur l'habitat pavillonnaire. Donc c'est une demande finalement, on le constate, qui est un petit peu spontanée. Alors ceci dit, l'essentiel de la demande en fait ne trouve pas forcément réponse à ces besoins dans le cadre du pavillonnaire pour la simple et bonne raison que les prix sont souvent trop élevés. Donc en seconde couronne francilienne, on est souvent positionné à partir de 300 000 €, voire 400 000 € suivant les territoires. Et donc par conséquent, la demande en logement va se reporter, on le constate,
de fait, en fait, sur une offre qui va être davantage densifiée, qui va se situer en secteur urbain. Mais je dirais, pour l'essentiel, en fait, on peut observer que cette demande s'oriente un petit peu par défaut sur ce type de produits. Donc ça peut poser, à notre sens, un peu quelques soucis hein, à terme au niveau des secteurs urbains, puisque cela veut dire que sur ces secteurs, on va recenser donc dans un premier temps les classes les plus modestes qui vont trouver réponse à leurs besoins dans le cadre du logement locatif social. Ensuite, on va trouver donc, les classes moyennes et notamment les jeunes ménages actifs qui vont trouver réponse à leurs besoins dans le cadre d'une offre de logement collectif, que ce soit en accession à la propriété ou en location. Et puis ensuite, on aura finalement toute la frange, disons que les parcours résidentiels vont être un petit peu rompus à partir de cette classe de jeunes actifs. Donc c'est-à-dire que nous, ce qu'on observe, c'est qu'ensuite, la plupart des jeunes actifs, une fois qu'ils ont 1, 2, voire 3 enfants, qu'ils ont des niveaux de ressources qui deviennent suffisants pour accéder au pavillonnaire, une bonne partie va franchir le pas et donc de fait, en fait, quitter le secteur urbain pour s'installer sur des secteurs un petit peu plus éloignés. Donc, à notre sens, en fait, il y a donc un intérêt en fait, à pouvoir essayer de recréer des formes immobilières qui sont adaptées, qui permettent de finalement convaincre ces ménages qui quittent aujourd'hui le secteur urbain de rester en fait sur le territoire. Et à notre sens, il serait intéressant d'identifier finalement dans le pavillonnaire quels sont les éléments d'attractivité, quels sont les éléments qui font véritablement son attractivité auprès de la demande. Alors on peut se dire soit en fait l'essentiel des ménages en fait recherchent en fait le produit individuel stricto sensu, mais d'un autre côté on peut aussi se poser la question, se dire est-ce que dans le pavillonnaire en fait il n'y a pas certains ingrédients qui font son succès qui peuvent être éventuellement reproductibles au niveau de produits immobiliers qui peuvent être réalisés en secteur urbain et qui s'adaptent davantage sur des secteurs un petit peu plus densifiés. Donc nous, en fait, de notre expérience en qualité de conseil en immobilier, on sait que ce n'est pas forcément une chose qui est très évidente, puisqu'aujourd'hui, quand on réalise un programme en promotion immobilière, on se rend compte qu'il est souvent déjà difficile de pouvoir créer un logement qui s'adapte déjà aux valeurs de marché locales. Alors, si on se dit qu'on rajoute ensuite des prestations, il peut éventuellement y avoir un risque d'effet d'empilement qui peut générer des prix qui se situent au-delà finalement du marché et donc créer un produit qui peut être très bien et je dirais en termes de prestations totalement concurrentiel par rapport au pavillonnaire, mais qui par contre en termes de prix n'est pas à la hauteur et par conséquent qui ne fonctionne pas. Donc ça me semble être un écueil qui doit être évité. Ceci dit, on le voit hein, aujourd'hui, on a quand même ne serait-ce que sur le territoire national, un ensemble de nouveaux concepts, de programmes qui me semblent intéressants d'étudier, qui reprennent finalement ces ingrédients d'attractivité que l'on peut recenser dans le pavillonnaire. Je pense par exemple aux volumes capables qui sont recensés à Bordeaux. Je pense à certains concepts d'habitat individuel modulable, avec l'ajout possible de modules qui permettent de s'adapter progressivement au parcours résidentiel des ménages. Donc tout ça, c'est peut-être des expériences. Finalement, c'est quelque part des prototypes sur lesquels il peut être intéressant d'étudier les facteurs de succès et de pouvoir les réintégrer sur des programmes immobiliers qui seraient finalement réalisés qui seraient d'une nouvelle génération, qui devraient être réalisés en fait sur un concept un petit peu plus innovant et qui rentre surtout et avant tout, ça j'insiste, sur le marché de façon à ce que les valeurs puissent être véritablement compatibles avec le marché immobilier. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement important à garder en tête. Merci beaucoup. On va céder la parole à M. Stéphane Dalliet, président de Cogedim Île-de-France, en charge du pôle logement sur la seconde couronne. Bonjour. Je ne représenterai pas Altaria Cogedim parce que vous l'avez très bien fait. Je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez concernant le marché de la maison individuelle. Je pense qu'il est important de distinguer maison individuelle et pavillon parce que c'est quand même un peu péjoratif aujourd'hui le terme de pavillon. La maison individuelle n'attire pas forcément des primo-accédants. C'est principalement parce que c'est une étape
dans le cycle de la vie d'un acquéreur, qui est celui de la famille et des enfants. Et on le voit dans toutes les opérations qu'on a faites, les maisons individuelles sont principalement vendues à des familles. Alors le marché du pavillon en Ile-de-France, moi je voudrais partir d'un constat, parce qu'on parle souvent d'une envie forte des Français d'habiter une maison individuelle, mais je crois qu'il faut dépasser ce fantasme du pavillon de banlieue. Et chez nous, il est dépassé depuis des années. La preuve, le marché en Ile-de-France, les 9 premiers mois, mais comparable au marché en 2015, 1200 maisons individuelles ont seulement été vendues. Alors certes, 50% de plus que 2015 sur le même nombre de mois. Il n'empêche que ça représente à peine 6% du marché. Voilà. Et je crois que l'aspiration des Français, d'une manière générale, c'est plus d'aller sur un habitat individuel que sur une maison individuelle. D'où le succès de l'habitat intermédiaire. On voit apparaître dans nos opérations une certaine mixité. Quand on fait une opération dans une zone peu dense, une mixité entre un peu de collectifs, des plots d'intermédiaires qui sont des petits collectifs ou des grosses maisons découpées, et puis un peu de maisons individuelles. Alors ça a une vertu. Cette vertu, c'est de faire accepter la densité dans des zones peu denses, puisque en fait, le sujet réel, quand je vois de la qualité urbaine et de l'audace architecturale aussi en deuxième couronne, c'est vraiment une acceptation ou pas de la densité. Et là, je distinguerai deux zones. Les zones peu denses, ou sur un terrain où on avait l'habitude, et je peux prendre un exemple concret qui est assez loin de Paris, à 50 km. On développe une opération à Magnanville dans le 78, sur un terrain de 2 hectares. Il y a 10 ans, sur une opération purement maison individuelle, où on a l'habitude de prendre des ratios de l'ordre de 35 logements à l'hectare, on aurait fait tant bien que mal 70 logements. Et bien là, nous développons avec une mixité de produits, collectifs, plots d'intermédiaires, maison, 150 logements, en ayant, et c'est cette vertu un peu de la densité, en tous les cas, de pouvoir monter un peu plus haut que du R+1 plus comble, en ayant cette vertu de dégager un maximum d'espace au sol et qui permet de retrouver, vous aviez raison de le dire, c'est aussi en ça qu'on recherche un substitut de la maison individuelle, de rechercher un maximum d'espace extérieur. Et je crois que les Français aujourd'hui, quand ils aspirent à de l'habitat individuel, ils aspirent à de l'habitat avec des jardins, avec des terrasses, avec des surfaces extérieures qui leur permettent de retrouver ce qu'ils cherchaient dans une maison individuelle sans forcément avoir un terrain de 500 mètres carrés bien à eux. Voilà. Ça, c'est dans les zones peu denses. La seconde couronne, ce n'est pas que les zones peu denses. Il y a aussi des zones denses. Et nous, notre but en tant que promoteur, c'est vraiment de répondre à la demande des acquéreurs. Et que recherchent les acquéreurs aujourd'hui ? Certes, ils recherchent un bon logement, mais dans un quartier vivant. Je crois qu'on a dépassé depuis longtemps les quartiers dortoirs, que l'on a pu faire il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années même. Et un acquéreur, il a besoin d'une vie dans sa ville, il a besoin d'une mixité de produits, il a besoin de surface extérieure, mais il a aussi besoin de commerce, de transport. Il a besoin de retrouver quelque chose qui bouge dans ce quartier. Notre objectif, c'est évidemment de répondre à ces besoins. Et ça passe, et je répondrai à la deuxième question qui était posée initialement, ça passe évidemment par la qualité urbaine de nos projets. La qualité urbaine, ce n'est pas uniquement de l'audace architecturale, c'est évidemment de l'architecture, que ce soit à 50 km de Paris ou que ce soit à 5 km de Paris. On fait tous maintenant des consultations architectes, on fait tous appel à des belles signatures. On soigne évidemment les façades, on soigne les aspects extérieurs, on soigne même les parties communes, les halls d'entrée, on soigne tout ça. Mais c'est aussi la qualité des espaces et la mixité des fonctions qui jouent un rôle essentiel dans la perception et l'acceptation de la densité. On est persuadé, et c'est une des spécialités aujourd'hui de Cogedim, de réaliser ce qu'on appelle des grands quartiers, des nouveaux quartiers. On est persuadé que plus l'opération a été conçue en intégrant en amont les composantes spatiales qui permettent de passer de la sphère privée à l'espace public, plus il est possible d'obtenir une utilisation optimale de l'espace et qui permet un niveau élevé. D'où le succès chez nous des grandes opérations. Je peux prendre 2 exemples. Alors, est-ce qu'on peut oser dire que Massy et Besançon sont en seconde couronne ? Non, puisque c'est quand même assez urbain. Mais on a le même exemple sur Gif, sur Yvette, qui est quand même un peu plus éloigné. On développe des grandes opérations, toujours avec un aménageur. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que on a des relations directes et partenariales avec Paris Sud Aménagement, puisqu'on développe la place du Grand Ouest. La place du Grand Ouest, c'est 700 logements, dont une résidence senior.
mais c'est aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans la mixité des fonctions, c'est 6000 m² de commerce, c'est un cinéma, un palais des congrès, un hôtel, c'est une école qui n'est pas réalisée par nous, mais qui est compris, je dirais, dans le projet, c'est des espaces publics généreux et un parking. On a réussi à vendre les 700 logements en quelques mois parce qu'on est persuadé que les gens qui viennent maintenant acheter du logement veulent vivre dans des quartiers vraiment qui bougent. La place du Grand Ouest en est un exemple. On a la même chose sur Besançon, parce qu'on est en train de refaire le cœur de ville, avec une programmation un peu similaire au Palais des Congrès près. Mais on a pareil, on a un certain nombre de logements, on a beaucoup plus de commerce, 20 000 m² de commerce. En tous les cas, on attire les gens dans un quartier. Donc notre objectif est évidemment de construire la ville d'aujourd'hui, mais aussi la ville de demain. Hein, et la ville, elle se reconstruit sur elle-même. On ne va plus dans l'étalement urbain, on concentre un maximum les choses sur des terrains qui nous sont attribués. Et alors moi, à votre question initiale, je vous répondrai que chez Cogedim, ça fait bien longtemps qu'on a dépassé la figure du pavillon. Je ne sais même pas si on a déjà fait du pavillon, surtout fait de la maison individuelle. Et bien évidemment, de la qualité urbaine et de l'audace architecturale aussi en deuxième couronne, je dirais même plus, surtout en deuxième couronne, puisque c'est un des moyens de faire accepter la densité dont on a tant besoin. Parfait, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à M. Émeric Lambert de l'agence Parc Architecte. Bonjour à tous. Je vous replace quand même un petit peu le travail de Parc Architecte par rapport à ces sujets. L'agence a une dizaine d'années bientôt et a placé en fait au cœur de sa pratique une démarche de recherche, notamment autour de ce qu'on appelle nous la ville suburbaine. Considérant que cette ville, c'est quelque part la ville vernaculaire, la ville construite par le XXe siècle, qui s'est principalement développée après la guerre autour de cette idée ou de ce mythe du pavillon à l'époque, maison individuelle, avec une espèce de quête de l'individualité, d'une certaine liberté, d'avoir un espace de terre à soi. Et elle a développé autour d'elle tout un système urbain fait de réseaux, où on se déplace essentiellement en voiture. Et donc, il y a une espèce de modèle très schématique, caricatural, formé par le pavillon, la route et les supermarchés. Alors, ce modèle, il a été pas mal décrié, notamment par les intellectuels de la ville. Et nous, notre idée, c'était de dire que c'est ça, la ville où il y a besoin de venir innover, de travailler en équipe, de réfléchir, de remettre en cause sa formation. Et ce modèle donc s'est développé, a subi une critique et aujourd'hui, et on le voit avec vos interventions, on nous demande de la faire évoluer, de lui faire passer un stade, parce qu'en fait c'est une ville de première génération. Elle est toute neuve, donc elle est pleine de défauts parce qu'elle est toute neuve. Et une bonne ville, c'est une ville qui a plusieurs couches. Et on est en train de faire la deuxième génération, on est en train de réhabiliter, on est en train de transformer, de paysager, de densifier. Donc c'est un peu le sujet qu'on s'est donné au cœur de l'agence et tous les sujets qui sont proches, on essaie de les inscrire là-dedans. On a aussi lancé une revue de recherche qui a travaillé autour des cités-jardins. Pourquoi les cités-jardins? Parce que c'était un des modèles de la ville périphérique au début du XXe siècle. Et c'est un modèle, il y en a plusieurs autour de Paris. Et elle s'est pérennisée. Les cités-jardins sont encore là. Elles ont vieilli, elles se sont patinées, elles se sont transformées. On s'est dit qu'il y avait sûrement plein de bonnes choses là-dedans à aller voir. Donc on a une démarche assez pragmatique. On est allé sur place, on a mesuré, on a regardé les activités, ce qui était mis en commun. Et il y a la question du commun qui est vite revenue, qui est quelque part un manque un petit peu par défaut de la ville de périphérie, où on manque un petit peu d'espace commun, peut-être même d'espace public. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, il y avait quand même quelque chose qui rappelait le commun, c'est tous ces échanges des nouvelles technologies. Donc on sent qu'il y a un besoin de plus d'interférences, de plus d'échanges, et en même temps, dans la ville périphérique, ces lieux manquent un peu des fois. Alors souvent, on les retrouve plutôt autour du commerce, dans les galeries marchandes, dans les centres commerciaux qui se transforment aussi pour essayer d'offrir des espaces plus communs. Et c'est ce qu'on essaye de travailler. Donc avec ces cités-jardins, on est reparti avec l'idée de voir comment on pouvait amener du commun, comment on pouvait amener du service, comment on pouvait amener aussi de l'échange numérique qui peut permettre de mettre des choses en commun. On voit bien le développement de Blablacar ou de start-up comme ça qui mettent le commun en marche et de réutiliser cet élan pour essayer de l'introduire dans l'urbanisme et de voir comment il peut changer aussi les formes urbaines parce qu'il y a une nouvelle demande et qu'il y a des choses qui commencent à bien marcher.
Après vient la question de l'architecture, sur laquelle vous vouliez que nous parlions. Comme depuis le début, on s'est dit que c'était le territoire sur lequel on devait travailler, on a essayé de partir sur le matériau, on va dire, endogène à ce territoire, et de voir comment on pouvait, avec les processus de fabrication du bâtiment et l'économie du bâtiment de périphérie, essayer de pousser l'architecture et essayer de faire une certaine architecture d'excellence. Donc on a fait notamment un bâtiment qui était notre premier bâtiment, un auditorium pour la ville de Bondy. Alors on n'est pas dans un contexte suburbain, hein, on est quand même dans le centre-ville de Bondy, mais on est à l'interférence. Il y a une cité avec des bars, il y a des pavillons juste à côté. On est dans un tissu comme ça où cet urbanisme s'est installé. Et on avait donc comme commande un auditorium avec un budget assez serré, avec des temps très courts, et on a proposé d'utiliser en fait des technologies qui marchent très bien là-bas, à savoir les technologies qu'on pourrait qualifier caricaturellement du hangar. Et donc on a utilisé des matériaux très simples, et c'est un bâtiment en tôle ondulée qu'on a fait, sauf qu'on a décliné un peu la tôle ondulée. Donc de loin, ça pourrait ressembler à une boîte de périphérie commerciale, mais en fait on en a fait un bâtiment public. En utilisant du métal perforé, on a réussi à mettre en scène des jeux de lumière. En découpant ce métal pour faire les entrées, on a réussi à faire un lien entre le trottoir et l'intérieur du bâtiment. Donc on est venu introduire des éléments d'architecture un peu plus urbaine, tout en utilisant des techniques et des éléments de construction couramment utilisés dans le suburbain. C'est aussi des sujets sur lesquels on travaille à Massy, où on propose aussi de questionner des zones où on développe comme ça de l'activité tertiaire ou du commerce, et de voir si on peut faire aussi évoluer ces bâtiments, voilà, qui sont traditionnellement construits de manière très pragmatique et efficace, et dans lesquels maintenant on demande aux architectes de venir réfléchir pour essayer de les adapter, pour essayer de leur créer une meilleure connexion à la ville. Voilà. Merci beaucoup. On peut maintenant passer la parole à Mme Delphine Baldé, qui représente l'agence François Leclerc, architecte urbaniste. Merci. Alors, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, un certain nombre d'idées qu'on partage, nous, à l'agence, dans notre pratique. C'est vrai qu'il y a une certaine urgence aujourd'hui. Il y a effectivement une urgence à avoir une inversion du regard sur ces territoires. Ces territoires qui ont quand même souvent été désignés comme une sorte de ville coupable. C'est la ville de l'étalement urbain qui consomme, qui finalement semble soi-disant pas très généreuse par rapport à des critères de développement durable. Et finalement, nous, dans une pratique à la fois sur la stratégie du Grand Paris, où on avait un peu par provocation désigné ces lieux-là comme les oubliés du Grand Paris, parce qu'ils ne sont pas dans ces grandes logiques. Et en même temps, finalement, il nous semble qu'il y a une opportunité sur ces territoires pour produire du non classique. On dit que ces territoires sont en fait l'espace intermédiaire de la métropole, entre des zones rurales et puis la zone dense. Et je pense que vous avez repris d'ailleurs la question vous avez dit que finalement la richesse, elle était dans cet habitat intermédiaire. Et je pense qu'effectivement, cet espace intermédiaire, c'est là où on peut essayer de croiser des typologies. Cette typologie, là où nous, elle nous semble intéressante, c'est dans cette capacité finalement de produire une relation plus proche avec la nature, c'est-à-dire la question, c'est vrai, de l'espace qui est en plus l'espace de la terrasse qu'on cherche à produire dans des zones denses, qu'on arrive souvent de manière très, très intime, en tout cas avec des relations de vis-à-vis qui sont assez difficiles, mais bon, il y a le prix du foncier, etc. Et donc, du coup, nous, on a l'impression que l'inversion du regard, elle est non seulement dans les typologies, mais aussi dans le fait de dire cette ville, ce dont elle a besoin, c'est aussi de changer de méthode, d'avoir une méthode qui soit certainement plus généreuse pour essayer de proposer de nouveaux services dans ces territoires. Et on sait que finalement, cette typologie, elle a certainement la capacité de devenir beaucoup plus durable, c'est-à-dire de fabriquer de meilleures isolations, d'avoir un système avec la production d'énergie. Donc peut-être qu'il y a de toute façon des démarches de l'ADEME, il y a beaucoup de démarches qui sont lancées, mais nous, on pense que quand même la question des transports, la question de la manière dont on vient relier ces territoires, cette ville, elle est là. Et vous l'avez dit, c'est la première couche, oui, mais là, il y a quand même une certaine urgence à intervenir dans ces territoires pour qu'on arrive à proposer effectivement de la densité,
je pense qu'il y a la question de la densité, parce que, en fait, cette densité, qu'est-ce qu'elle permet? En gros, elle permet d'apporter des services. C'est-à-dire qu'on a une masse critique pour pouvoir développer à la fois des services et puis de la mutualisation, enfin des espaces de partage éventuellement. Mais aussi, finalement, je pense que c'est la densité et de la diversité. Nous, c'est ce qu'on a fait sur l'opération avec Paris Sud Aménagement sur Palaiseau. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a un vrai succès de cette opération parce que ça crée aussi du vivre ensemble avec de la mixité sociale. Enfin, il y a aussi ces questions-là, hein. Alors, on les a désignés comme la ville coupable, avec en plus des tendances aussi de repli sur soi. Mais quand on regarde vraiment, il y a quand même un certain nombre de sociologues qui disent que c'est assez faux. Il y a aussi un renouvellement, il y a aussi les populations néo-ruraux. Donc, en fait, l'habitat pavillonnaire, d'ailleurs c'est assez drôle parce que vous avez dit que le pavillon, c'est vrai, il y a quelque chose d'assez négatif associé au pavillon, alors qu'en fait si on parle d'un pavillon d'exposition, tout à coup ça devient très noble. Et je pense qu'on pourrait se dire que finalement on essaye aussi demain, pour la ville de demain, de produire cette idée d'un pavillon d'exposition avec des matériaux peut-être plus généreux, plus durables. Donc pour nous c'est une matière intéressante à travailler. C'est vrai qu'il n'y a pas la complexité dans ces territoires d'infrastructures, enfin il n'y a pas la pression foncière, mais c'est peut-être une chance, c'est-à-dire qu'on peut peut-être faire différemment. On n'a pas ces obligations de produits un peu trop bien ficelés, et donc finalement ça veut dire que dans cette ville où un certain nombre de ménages sont un peu obligés d'aller, mais ce territoire il n'est pas que subi, il est aussi choisi bien sûr, parce qu'il y a quand même des développements économiques. Vous avez évoqué la liste des programmes de Massy, sur Grand Ouest. Évidemment, c'est une polarité de demain du Grand Paris, et puis c'est à venir avec le développement du Grand Paris Express. Donc voilà, on se dit qu'au fond, ce qui est bien, c'est quand même que le Grand Paris, il a demain la capacité de proposer d'un habitat très diversifié. C'est-à-dire qu'on peut habiter un peu comme on veut. Nous, on habite dans le cœur de Paris. D'autres vont profiter de pavillons, en tout cas d'habitats intermédiaires, qui demain semblent assez prometteurs. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que des gens ont des questions pour nos panélistes dans l'assistance? Sinon, je me chargerai de la première question. Peut-être que ça brisera la glace. On parle beaucoup de transformation, on parle de transformer l'habitat, transformer l'aménagement. Quels sont, selon vous, les éléments je dirais, prioritaires qui doivent être adressés pour, disons, réconcilier l'acquéreur français avec la grande couronne, qui souvent recherche la maison individuelle, mais fait face à parfois une conception un peu péjorative ou, disons, erronée de l'habitat périurbain. Je pense que à mon avis, c'est l'enjeu. On a évoqué énormément de choses en fait, qui peuvent permettre de retrouver en fait, des facteurs d'attractivité pour la demande dans le cadre du logement en secteur urbain. Et à mon avis, à un moment donné, il est nécessaire de rassembler l'ensemble de ces idées et de se dire bon, bah, comment en fait, on peut réaliser le produit qui aujourd'hui est adapté. Alors moi, en fait, je pense que je suis loin d'avoir la réponse parce qu'en fait, nous, on est vraiment bureau de conseil, donc en fait, on observe simplement les choses. Mais à mon sens, comme on voit finalement qu'aujourd'hui, on a toute une série de concepts qui tendent à émerger, c'est toujours intéressant de travailler un petit peu en collaboration, en échange sur les différents territoires pour permettre de mutualiser finalement ces différentes expériences. Je le vois, nous, on travaille beaucoup dans le cadre d'ateliers de coélaboration de projets sur lesquels on a en fait des idées qui émanent à la fois de la collectivité, des aménageurs, des promoteurs, et c'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur les différents souhaits, sur les différents constats en fait, qui sont observés par chacun des acteurs, de façon à pouvoir les mutualiser et finalement créer en fait quelque chose qui soit un produit, un quartier qui soit véritablement ancré dans le contexte d'un territoire. Je peux peut-être compléter un peu côté promoteur, parce qu'on est évidemment très...
qu'on est très à même de répondre à cette question parce qu'on a les acquéreurs tous les jours en face de nous. Quand on développe une opération, on ne fait pas qu'une étude de marché pour savoir à combien on va vendre. On fait une étude sociologique. On essaye, en fonction de là où on veut développer, d'essayer de trouver le meilleur produit. Le vrai substitut dans des villes peu denses, enfin dans des quartiers peu denses, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait, le logement intermédiaire, qui permet de bénéficier de vraies surfaces extérieures, soit privées, soit publiques. Mais en tous les cas, qui répondent à ce cycle de vie dont je parlais tout à l'heure, qui est la famille, les enfants, vivre dans un logement intermédiaire avec des grandes terrasses qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire à Paris, pour des raisons purement économiques, c'est possible en deuxième couronne. Et le fait de monter les immeubles au lieu d'avoir un vrai étalement urbain, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de dégager des surfaces au sol qui servent évidemment aux habitants de ce quartier. Donc, pour nous, c'est le vrai substitut à la maison individuelle. Parfait. Merci. Est-ce que des gens dans l'assistance avaient d'autres questions pour nos panélistes? En fait, je vous laisserai peut-être avec une dernière question dans ce cas-là, qui rejoint un peu ma première, donc vous me direz si je me répète trop. On parle beaucoup de transformer l'habitat, on parle de transformer l'aménagement. Est-ce qu'il y a une transformation, selon vous, des mentalités, tant des acquéreurs que des collectivités, sur le modèle urbanistique à privilégier pour le redéveloppement périurbain? Moi, je pense que ça soulève un peu la question du jeu entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a une demande qui peut nous venir, notamment des promoteurs qui sont en lien. Mais il y a toujours cette idée aussi qu'il y a un moment où on demande toujours que ce qu'on connaît et qu'il est difficile pour un acquéreur de formuler une offre. Et c'est peut-être là aussi que l'innovation, quand on réussit à faire des équipes pluridisciplinaires, on réussit à amener de l'offre. Et là, on peut aussi susciter, peut-être pour l'instant sur des marchés de niche, mais susciter une adhésion des acquéreurs qui viennent chercher autre chose, qui demandent effectivement de trouver des lieux communs. On travaille de plus en plus sur retrouver des formes un peu traditionnelles, il faut le dire, comme la rue. Retrouver une rue où on a un lien avec ses voisins. Et tout le jeu, c'est de trouver la bonne distance de cette rue, parce qu'on ne veut pas la rue trop serrée de la ville, puisque c'est ce qu'on a quitté pour trouver plus d'espace. Mais en même temps, on ne veut pas ne plus du tout voir ses voisins. Donc c'est tout ce travail dans lequel on peut amener, et peut-être qu'on est en train de revenir dans une période d'offre, comme il y en a eu d'autres, après avoir un peu épuisé un système qui a bien fonctionné, mais qui maintenant est fortement critiqué, et dans lequel on a envie de proposer de nouvelles choses. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'à travers les consultations de type Réinventer Paris ou Inventons la métropole, où on cherche quand même à faire bouger un peu tous les acteurs qui puissent se rassembler sur des pistes d'innovation, je pense que les questions liées à l'habitat participatif, à la capacité d'intervention et d'interaction entre les concepteurs, les usagers, les utilisateurs, avec aussi un certain nombre d'intermédiaires. De nouveau, je reviens sur ce thème parce que je pense qu'il est assez important pour réfléchir sur ces territoires, parce que finalement, il y a la question de la préfiguration, la question aussi essentielle de... Enfin, quand même, moi, ce qui je trouve assez caricatural sur les zones pavillonnaires, ou en tout cas sur cet habitat très caricatural, c'est souvent l'absence de paysage exploité qui pourrait être beaucoup plus importante, et donc un vrai travail possible, même avec des associations, avec la capacité d'avoir des jardins partagés. Et on voit qu'il y a un vrai appétit des habitants pour intervenir, pour être dans cette... alors le mot co-construction commence à être un peu galvaudé, mais en tout cas, je pense que ce qui change, quand vous parlez de transformation, nos méthodes changent. On est un peu obligé, on ne peut plus rester sur... on va dire des systèmes très figés, avec des systèmes de plan masse un peu classiques, et puis une programmation qui est très écrite et finalisée. Je pense qu'il reste des notions de marge
et qui sont nécessaires aussi pour, je pense même par rapport aux outils. De toute façon, on a tous été bouleversés par Uber, tu parlais tout à l'heure de Blablacar. Et pour ces territoires, c'est une vraie chance. Et je pense qu'en plus, les habitants le font même presque avant les concepteurs. Donc en fait, parfois on est un peu en retard. Et du coup, c'est un peu dans cette rencontre, dans ce rattrapage, et certainement dans un système beaucoup plus ouvert quant aux attentes. C'est-à-dire que je pense qu'on peut oser aller beaucoup plus loin et surtout être dans un système où on peut tester beaucoup plus les choses et les modifier en temps réel. C'est ça aussi, je pense, qui change là. C'est qu'on voit qu'effectivement, il y a certainement du coup des espaces publics moins coûteux, peut-être avec des systèmes plus light, mais qui peuvent changer des choses. Alors, vous allez me dire, c'est pas très durable, mais en tout cas, même au niveau des outils, trouver des systèmes avec beaucoup plus de souplesse. Donc, pour moi, la transformation, elle est liée à cette question de la souplesse sur la forme urbaine et sur les typologies. Parfait. Si personne n'a d'autres questions, dans ce cas-là, je vous remercie tous et toutes d'avoir assisté à la conférence et je remercie aussi nos panélistes pour leur avis éclairé. Je vous remercie et puis une bonne fin de salon à tous.